Alors bonjour à toutes et à tous et puis bienvenue à cette troisième conférence dans le cadre du forum de recherche sur la thématique de la ville des différences organisée par Sandro Catachin, Fiorenza Gamba et Nerea Vianalzola. Aujourd'hui nous sommes ravis de recevoir Isabella Pezzini pour une conférence sur la sémiotique des différences urbaines. Isabella Pezzini est professeure de philosophie et théorie du langage à l'université La Sapienza de Rome, où elle enseigne notamment la sémiotique dans la faculté des sciences de la communication. Elle est également directrice scientifique de l'unité de recherche d'études urbaines, créativité et médias. Et après un diplôme en philosophie à l'université de Bologne, elle poursuit sa formation à l'école des hautes études en sciences sociales de Paris. Et elle obtient ensuite un doctorat à l'Université de Bologne en sémiotique sous la direction d'Umberto Eco en 1990. Elle a ensuite enseigné dans diverses universités, notamment à Bologne, à Zurich, à Ferrare, Sienne, Londres, Sao Paulo ou encore Cambridge. Isabella Pezzini est également co-directrice de la revue Versus Semiotic Studies et elle a été présidente de l'Association italienne d'études sémiotiques et membre du comité directeur de la Société italienne de philosophie du langage. Actuellement, elle est présidente de FEDROS, la Fédération romane de sémiotique. Ses recherches portent sur le développement théorique de la sémiotique, sur la narrativité, l'analyse textuelle et du discours, ainsi que sur le langage médiatique, recherche qu'elle étend à la socio-sémiotique et à la sémiotique de la culture. Elle s'intéresse notamment à la sémiotique des espaces urbains et de l'architecture, avec un intérêt pour les espaces publics, les lieux de consommation et les musées. Pour ne citer que quelques-unes de ses dernières publications, on peut mentionner Communication non conventionnelle et nudging en contexte urbain, publié en 2021, ou encore La sémiotique et les disciplines de l'aménagement de l'espace, publié en 2019. En italien, elle a également publié en 2020, avec Riccardo Finocchi, Dallo spazio alla città, letture e fondamenti di semiotica urbana. Isabella Pezzini donne actuellement une masterclass aux étudiants du master de sociologie sur la sémiotique de la ville et elle le fait dans le cadre d'une invitation de l'Institut de recherche sociologique à la chaire de la professeure invitée Alba Virto. Je laisse la parole. En ce qui concerne le discutant pour la conférence d'aujourd'hui, c'est le professeur Frédéric Giraud, qui est directeur du département de géographie et environnement à l'Université de Genève, et également enseignant et chercheur à l'Institut de la gouvernance environnementale et du développement territorial. Il est spécialisé en géographie politique et en développement territorial. Il a intégré l'Université de Genève en 2007. Auparavant, il a également travaillé comme enseignant et chercheur à l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne, à l'Université Joseph Fourier à Grenoble et à l'Institut de recherche pour le développement en Afrique du Sud. Ses travaux portent notamment sur les territorialités dans différents contextes africains et européens. Il développe une réflexion conceptuelle sur les notions de territoire, de frontières et de frontiérité et de dénomination des lieux. Et il dirige également la nouvelle chaire UNESCO en toponymie inclusive dénommée Le Monde. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont Borderities, The Politics of Contemporary Mobile Borders, avec Anne-Laure Amilazari en 2015, ainsi que nommé Le Monde, la dénomination des lieux, une géopolitique, qui va paraître en 2022. Nous laissons maintenant la parole à Madame Pezzini et bonne conférence à tous. Alors, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Ce que je propose dans cette rencontre, comme annoncé, c'est une réflexion sur le concept des différences tel qu'il a été élaboré au sein des disciplines sémio-linguistiques, en particulier tel qu'il a été repris et, disons, mis en jeu au sein de la sémiotique des cultures. Et enfin, je voulais partager avec vous un souvenir personnel de ce qui me semble être un espace idéal pour accueillir et élaborer les différences au sein de la cité.
Et je tiens à remercier tout particulièrement Fiorenza Gamba et Sandro Catachin pour leur invitation et pour l'impulsion qu'ils ont donnée à ma réflexion sur ce thème. Alors, le concept de différence est bien fondamental dans les disciplines sémiotiques. C'est à partir de la différence, c'est-à-dire de l'écart entre des grandeurs comparables, que l'essence, sous quelque forme que ce soit, peut être saisie. Comme Fiorenza Gamba et Sandro Catachin nous l'ont également rappelé, l'appréhension de la différence est intuitive et constitue la base de notre structure cognitive à partir de la perception. Par conséquent, nous communiquons, nous nous comprenons dans les langues que nous connaissons parce que nous sommes capables de distinguer les sons entre eux et les significations qui sont leur associées. Ce type de différence s'appelle opposition. Elle varie d'une langue à l'autre et même au sein d'une même langue et s'étale à niveau phonétique, morphologique, syntaxique ou sémantique. Ainsi, par exemple, à niveau phonétique, l'opposition sonore L-R, pertinente en français, j'ai li et j'ai ri signifient des choses très différentes, n'est pas présente au japonais, où les deux phonèmes peuvent être utilisés indifféremment sans produire de différence de sens. De même, en italien, nous distinguons deux types de E, ouvert pesca, ou fermé pesca, mais à mesure que l'on descend dans la péninsule, la différence se perd complètement. La différence ne peut être reconnue que sur la base d'une certaine forme de similitude qui lui sert de support. Ainsi, si la différence et la similitude sont des relations perçues et ou produites par les sujets connaissants, nous pouvons également les formuler dans la catégorie de l'altérité-identité. Sur le plan sémantique, la différence conçue comme une relation peut être de différents types. Nous pouvons avoir des termes contraires, A versus B. Lorsque nous disons par exemple que le blanc est le contraire du noir, et nous sommes ici en présence de la différence qualitative, ou des termes contradictoires, la relation entre A ou B et leur négation. Et nous avons alors des différences privatives, ou des termes complémentaires, tels que non A et non B B et A. Donc A et non B et A. Différences complémentaires. Les déixis indiquent les passages entre les termes complémentaires et elles sont dites positives, par exemple non les beaux, ou bien négatives, non beau les. Ces différences et leur dynamique ont été thématisées dans les fameux carrés logiques d'Aristote, repris ensuite par Algirdas Julien Greimas, de la sémiotique duquel il est un peu l'image de marque. Nous pouvons l'utiliser comme un moyen de représenter une typologie de différences, ou l'utiliser de manière dynamique comme la base d'une articulation narrative de la différence. Le cœur de la narrativité, en fait, est la transformation d'une situation initiale en une situation finale, par exemple du manque à sa résolution. Il peut s'articuler davantage avec des termes complexes et des structures participatives. Ces positions logiques peuvent en effet recevoir un investissement de valeurs marquées, non marquées. Par exemple, dans l'opposition homme-femme, masculin-féminin, le terme marqué est les égaux. On dit l'homme pour entendre soit les hommes que les femmes. Donc, en français comme en italien, le terme marqué est féminin.
cet investissement de la valeur ne se limite pas à être descriptif, mais peut évidemment être, et en effet il l'est généralement, axiologique, c'est-à-dire que l'un des deux termes de la catégorie est considéré positivement par rapport à l'autre, la valeur à poursuivre. Alors là, bon, voilà. On peut utiliser les carrés pour plusieurs choses. Par exemple, là, je pense que tout le monde comprend l'italien. Les injonctions, c'est une prescription quand, par exemple, vous avez un feu, vous avez les verts, vous devez passer. Quand il y a les rouges, c'est interdit. Et après, vous pouvez avoir les jaunes, et alors vous êtes dans les côtés des non-interdictions et non-prescriptions, quand les jaunes fait des lampes. Et alors, pour ce qui concerne là, par exemple, vous pouvez mettre les pouvoirs, les relations sexuelles. Je passe vite, hein. Là, il y a un tableau où il y a des relations sexuelles interdites. Et là, il y a ce que je venais de dire, c'est-à-dire quand nous posons un élément, un trait descriptif, qualitatif comme valeur, c'est-à-dire nous l'investissons de la catégorie de l'euphorie, alors nous transformons quelque chose de descriptif dans une axiologie. Et ce schéma nous aide à, je pense, à enrichir la typologie des différences. On peut l'appliquer dans des différents domaines et à clarifier ce que nous entendons par la différence d'ethnie, de recensement, de culture. Peuvent-elles s'articuler entre elles? Nous pouvons construire des hiérarchies, privilégier certains chemins logiques plutôt que d'autres, des récits alternatifs, des exclusions ou des inclusions, effacer les différences ou bien les intégrer dans un modèle supérieur. Il peut être intéressant de noter, il peut être intéressant de noter la manière dont Roland Barthes a travaillé à plusieurs reprises sur le concept de différence en proposant un dépassement au sens de la neutralisation, sur lequel il a tenu l'un de ses derniers cours au Collège de France au début de 1978. Qu'est-ce que c'est le neutre? Barthes, il revient constamment dans son œuvre. Et il aborde des notions comme le sens obtus, la fadeur chinois, la langueur amoureuse, la textualité, etc. Le point de départ de cette réflexion prolongée sur un phénomène à la fois délicat, énergique, insaisissable et despotique, l'empire du né-né ou bien du soi-soi, provient également de la linguistique structurale, qui avait beaucoup réfléchi au-delà du neutre en tant que genre grammatical, à ce qu'on appelle la neutralisation, c'est-à-dire une opération entièrement interne à la dynamique du langage, qui vise à l'annulation des différences, à l'annulation des oppositions pertinentes, qu'elles soient phonétiques ou morphologiques, syntaxiques ou sémantiques. D'une part, donc, il faut reconnaître l'existence d'un paradigme, d'un système d'opposition, d'un désaccord, sans lequel il n'y a pas de sens, donc de langage. D'autre part, c'est le langage lui-même qui offre, grâce au mécanisme de neutralisation, le dépassement du conflit, et donc une sorte de troisième possibilité. Je cite, le paradigme est le ressort du sens. Là où il y a du sens, il y a le paradigme. Et là où il y a du paradigme, c'est-à-dire des oppositions, il y a du sens, dit de manière elliptique.
L'essence repose sur les conflits, la préférence d'un terme contre un autre. Et tout conflit est générateur d'essence. Choisir l'un et rejeter l'autre, c'est toujours voter pour l'essence, produire du sens, les donner à consommer. Mais ce binarisme, cette sorte d'imposition à choisir entre seulement deux termes, A ou B, est parfois mis d'à côté dans le système linguistique par le recours à un troisième terme très ambigu, ou plutôt ambivalent, puisqu'il tend à se présenter tantôt sous la forme d'un terme complexe, A plus B, tantôt sous la forme d'un terme neutre. Je reviens sur ça. Si je dis hermaphrodite, je fais l'hypothèse d'une entité complexe qui synthétise mâle et femelle. Si je dis ange, je parle d'une personne qui n'est ni mâle ni femelle. Ici, le neutre est à la fois une intimation et une défection, une obligation éludée, une contrainte donnée et annulée en même temps. La leçon est claire. Sans règle, pas de transgression, mais aussi sans liberté, aucun ordre n'est possible. Un avertissement que les langues, par définition arbitraires, mais non moins chargées d'impératifs et de conseils, d'indications méthodologiques et de suggestions existentielles, fournissent en général à la société, aux formes du monde commun et à leur gestion complexe. Ce n'est pas par hasard que l'année suivante sera consacrée par Barthes au vivre ensemble. Nous lisons encore transposition sur le plan éthique, injonction du monde à choisir, à produire du sens, à entrer en conflit, à prendre ses responsabilités. Tentation de soustraire, d'éluder, d'esquiver les paradigmes, ses injonctions, ses arrogances, d'exempter l'essence de ces champs polymorphes de rejet qui permet d'esquiver les paradigmes, les conflits, le neutre. Le programme de recherche est circonscrit comme suit. Je cite, nous nous arrogeons le droit de parler de tout état, de toute conduite, de toute affection, de tout discours, sans estime et même sans possibilité d'exhaustivité qui concerne les conflits ou sa suppression, sa soustraction, sa suspension. Et l'idée de base est claire. Je cite encore, je donne une définition de la neutralité qui reste structurelle. Je veux dire par là que pour moi, le neutre ne se réfère pas à des impressions de grisaille, de neutralité, d'indifférence. Le neutre, mon neutre, peut faire référence à des états intenses, forts, inouïs. L'évasion du paradigme est une activité ardente, brûlante. Fin des citations. C'est pourquoi Barthes propose, tout au long de ses conférences très denses, une série de métaphorisations possibles de ce qui est, à proprement parler, un effet de langage, distribuant un grand nombre de glissements possibles du champ de la structure linguistique à celui de la socialité et de la culture, mais aussi, et peut-être surtout, à celui du désir qui oriente, perturbe les subjectivités individuelles et collectives. Si la naturalisation n'est pas l'indifférence, l'insignifiance, la banalité, mais la production des sens, l'invention, l'enrichissement, on comprend pourquoi il n'y a pas de neutre sans une certaine aspiration vers lui. Il reste à aborder la vérité du parcours, les désirs qui est à l'origine et qui met en scène. Je vous rappelle que Barthes, à un certain moment, a fait une affirmation très forte, c'est-à-dire que la langue est fasciste, parce que la langue nous oblige à utiliser ces règles, et donc toute cette réflexion sur le neutre, qui évidemment a aussi un rétro-terre qui a affaire à la sexualité, au désir, c'est justement dans ces contextes.
Un autre champ où la langue nous offre un champ de réflexion est celui des pronoms personnels. Le système pronominal inscrit dans les langues, dans toutes les langues, fournit également, selon Émile Benveniste, seule la langue permet à l'homme de reconnaître et d'exprimer sa subjectivité à travers le système des pronoms, qui lui permet de dire « je » et d'établir l'intersubjectivité à travers la locution « tu ». « Je » et « tu » et les pronoms en général ont un statut particulier par rapport aux autres parties du langage, dans le sens où ils ne désignent pas une personne en particulier. Ils n'ont pas de sens propre, mais ils indiquent qui parle et dessinent la place d'un interlocuteur dans des positions réversibles entre elles, et qui offre l'image de la possibilité du dialogue, en même temps qu'elle projette aussi la place de l'altérité à travers les pronoms « il » qui désignent l'impersonnel. Nous parlons à cet égard des coordonnées ou des foyers de l'énonciation. Le « je » là, maintenant, à partir duquel, le « je » ici, maintenant, à partir duquel s'organisent dans les discours les espaces, là, et les temps, le passé et le futur. Paul Fabri, maître et ami récemment disparu, a consacré un de ses derniers thèmes de recherche précisément aux énonciations collectives, à la façon dont les jeux se transforment en nous. Et je suis désolée de ne pas avoir le temps de vous offrir cette réflexion. Il suffit de dire que lui aussi prend le système des pronoms comme un ensemble de figurations sociales, selon l'expression de Norbert Elias. Je vous donne seulement un exemple. Je cite « Essayons de conjuguer le verbe croire. Nous croyons », c'est une affirmation de certitude. Vous croyez, faites apparaître les doutes. Ils croient, assument qu'ils ont tort. La représentation de soi passe inévitablement à travers l'image du nous, comme les nôtres, nous, est renvoyée par autrui. Donc, pour nous identifier, nous reconnaître nous-mêmes comme permanents, il ne suffit pas de se proclamer unique ou multiple par tradition ou passé historique. Nous devons toujours faire face à d'autres, le vous de l'autre et du non familier, et le il de l'étranger et de l'alien. Pour une petite chose, je vais vous montrer cette carte que j'aime bien. Je ne sais pas si vous connaissez Zero Calcare. C'est un auteur de bande dessinée romain qui est en ce moment un grand succès aussi parce qu'il a fait une série sur Netflix. Et ça, c'est la carte des lignes de métro et des trams de Rome. C'est assez simple, vous voyez, même si Rome est très compliqué, mais le métro est assez simple. Et toute la carte a des différentes couleurs et il a une série de notations que nous n'avons pas le temps de souligner. Et justement est construite à partir du lieu où lui il habite. Donc vous voyez, j'ai superposé les pronoms. Io, tu,
io qui, tu, là c'est le lieu où Zero Calcare habite, et les parties blanches sont les zones qu'il appelle zone cuscinetto, coussin, je ne sais pas si on dit comme ça, qui partagent des intérêts géopolitiques de toute la zone et préviennent les conflits tribales. Et là, c'est Annemina, c'est loro, eux. Là, c'est Cornelia, loro, voi. Là, par exemple, il appelle l'ouest de Rome une grande area avec des lacunes d'identité. La narration géographique de cette ville ici n'est pas encore arrivée, qui a laissé un grand territoire avec un faible sentiment d'appartenance. Il y a peu de gens qui revendiquent avec orgueil de venir de Rome-Ouest. Évidemment, il y a toujours une certaine ironie et c'est très intéressant. Là, par exemple, la zone d'interchange galactique Prenestino-Casilien, c'est où les journalistes viennent à faire des interviews chaque fois qu'il y a un attentat partout en Europe et essayent de faire passer cette zone comme les Molenbeek italiennes. Et là, c'est la zone rose. C'est la Confédération des peuples libres de la Tiburtine. Tiburtine, c'est une zone de Rome. Il dit, tu es très heureux si tu habites là parce que c'est l'endroit plus beau d'Europe. Les lumières des salles slot illuminent notre nuit et quelque chose arrive, la tribu à Saint-Basile. Parce que la moitié des fois, le commissariat qui intervient est celui-là, celui de Saint-Basile. Et sur le journal sort seulement ces noms, même si les choses succèdent à 10 km de distance. C'est-à-dire qu'on a toujours la tendance à attribuer à un certain quartier et aux gens qui vivent là toutes les possibilités de conflits ou d'attentats. Vous voyez tous les gens qui sont très blessés parce que la métropolitaine de Rome est très dense. Là, avec le Covid, un peu moins. Mais voilà, alors, ce qui m'intéressait de vous montrer, c'est justement qu'il y a toujours un point de vue quand on construit une représentation de la ville. Généralement, les points de vue des cartes géographiques, notre collègue est beaucoup plus expert que moi. C'est à partir de l'œil des dieux, c'est comme si on était très surélevé, on regardait en bas la ville, mais à travers ces dispositifs, Zero Calcare fait voir que la ville est différemment coloriée par la perception que les gens ont de différents endroits et en particulier il exprime sa vision de la ville. Il est intéressant de voir les répercussions de ces systèmes, des systèmes des pronoms, sur le plan culturel. Jules Lotman, ce grand sématicien russe dont nous célébrons le centenaire de la naissance cette année, je vais expliquer dans mon abstract qui était un russe imaginé par les Russes, par ses copains.
pense par exemple que toute sémiosphère ou culture spécifique se définit d'abord par ses frontières, qui lui permettent de distinguer ce qui lui appartient de ce qui appartient aux autres. La frontière divise, mais en même temps unit comme une interface. Toute sémiosphère ou système culturel, aussi irrégulier soit-il en son sein, tend à se circonscrire par rapport à l'espace qui l'entoure, considéré comme extra-systématique. C'est-à-dire qu'il essaie de manifester une forme d'homogénéité et d'individualité ou de personnalité sémiotique, les traits caractéristiques d'un ensemble, d'un terme collectif. Ce que, par exemple, on appelle le nation branding aujourd'hui. La frontière donc unit les différentes sphères sémiotiques du point de vue de leur fonctionnement immanent, mais les divise du point de vue de leur autodescription réciproque. Être conscient de soi dans la relation sémiotique culturelle signifie en effet être conscient de sa propre spécificité qui s'exprime par différence aux autres sphères. En tant que limite nécessaire de la sémiosphère, elle a besoin d'un environnement extérieur non organisé. Et lorsque celui-ci fait défaut, elle le crée au niveau imaginaire, comme témoigne l'opposition traditionnelle entre barbares et civilisés, entre les primitifs et la société corrompue, comme dans les mythes du bon sauvage. Ce sont des oppositions même intériorisées par la psychanalyse à l'intérieur de l'individu lui-même, avec la dialectique entre conscience et subconscient. Je me souviens d'un article d'Umberto Eco qui est assez amusant, dans lequel il racontait une histoire. Il était dans un taxi à New York et le monsieur qui conduisait la voiture lui a demandé mais vous qui êtes-vous, d'où venez? Et il a dit je viens de l'Italie. Et il disait l'Italie, où est-ce que c'est ça? Et finalement il lui a demandé mais qui sont vos ennemis? Et alors Eco disait voilà, c'est à partir de l'ennemi que nous sommes capables de nous définir. Les ennemis définissent mieux que les amis. Alors, l'espace qui est considéré comme non sémiotique peut en fait être l'espace d'une sémiotique tout simplement autre. La frontière sépare, mais aussi une limite poreuse qui, comme les gaines d'une cellule, est perméable et d'un point de vue culturel doit être pensé comme un lieu de processus de traduction continue. Cette idée de la traduction est centrale dans la théorie de Lotman. Par exemple, un texte qui appartient à une culture est traduit dans une autre langue qui se trouve en dehors de sa sémiosphère, se transforme, porte en lui-même les traces d'un chemin et d'un voyage qu'il a emprunté. Et c'est leur ductibilité qui permet l'échange et l'enrichissement. Je me rappelle l'exemple du film que Paolo Pasolini voulait tourner aux années 70 en Afrique. Il voulait tourner l'Orestiade. Il avait même déjà choisi le lieu, choisi les acteurs. Mais le producteur, à un certain moment, il l'a bloqué parce qu'il lui a dit, il a jugé que le public italien n'était pas encore assez mûr pour accepter que l'Orestiade était joué par des acteurs noirs.
Et donc, c'est pas si simple que ça. La confrontation et le contact avec les différentes cultures produit non seulement un échange, mais aussi une spécialisation mutuelle, résultant de la découverte, à travers les regards de l'autre, de sa propre singularité. Je passe, je ne veux pas insister trop là-dessus, mais il y a évidemment toute une série de conséquences de cette vision. Cette dynamique, par exemple, entre domination et dominé. Il y a des gens qui sont dominés, je pense justement aux républiques baltiques, d'Estonie, Lettonie et Lituanie, qui longtemps ont été dominés par les Russes et ont acquis leur indépendance en 1991, Wikipédia, et leur culture est revenue complètement dehors. Il est évident qu'ici s'établit une autre tension, très souvent conflictuelle, entre les différentes sémiosphères. Encore un exemple nous est donné par Arjuna Padurai lorsqu'il parle de la tension conflictuelle entre les modèles de vie et de citoyenneté proposés par l'État ou ses institutions et ceux qui mûrissent de manière autonome au sein des communautés locales. L'État, dans sa tentative de s'enraciner dans les localités, essaye de standardiser et d'homogénéiser, de rendre isomorphes les modes de vie des communautés, qui les composent à ces structures de sens. Une opération qui peut réussir, mais qui se heurte souvent au modèle culturel que les localités elles-mêmes apportent avec elles. Et les événements tragiques auxquels nous assistons aujourd'hui nous montrent aussi au-delà de tout une dynamique culturelle spécifique. On a souvent dit que les Russes comptaient, Poutine comptait sur l'adhésion immédiate des Ukrainiens à leur invasion. Au fond, disait-il, il était russe et seulement superficiellement ukrainien. Et à juger des langues parlées au quotidien, il s'agissait sûrement d'une frontière poreuse. Et la résistance ukrainienne montre au contraire qu'il existait une personnalité sémiotique spécifique et qu'il n'était pas prêt à y céder. La guerre, lorsqu'elle viole les frontières territoriales, durcit les frontières culturelles et transforme l'autre en ennemi, un homo homini lupo. Toujours selon Lotman, l'espace réel devient une image iconique de la sémiosphère, un langage par lequel l'homme exprime une variété de significations extraspatiales. Et la sémiosphère, à son tour, transforme l'espace réel entourant l'être humain à son image et à sa ressemblance. Finalement, le monde créé par l'homme reproduit l'idée que l'homme s'est fait de la structure globale du monde. Et la ville, en particulier, est considérée par Lotman comme l'expression de la manière dont une communauté donnée se représente dans l'univers, toujours dans la tension évoquée plus haut entre différentes formes d'opposition et de différence. Les textes architecturaux en eux-mêmes sont normalement hyper structurés et porteurs en leur-même de ce que Lotman appelle un polyglottisme structurel. La ville se situe toujours entre l'histoire et l'utopie. Dans l'histoire, parce que la ville tend à devenir un ensemble qui représente avec la pierre, ces pierres,
les dialogues entre des structures de différentes périodes. Et au contraire, avec les démolitions, les objets sortis de leur contexte deviennent des objets des musées. Ils ne dialoguent plus. Au-delà du dialogue interne au sein du texte architectural, il existe un dialogue externe avec le symbolisme culturel dans son ensemble, rituel, quotidien, religieux, mythologique. L'hétérogénéité structurelle, le polyglottisme de l'espace habité par l'homme s'oppose au rationalisme efficace qui a eu sa grande partie dans la seconde moitié du XXe siècle. Mais déjà, les villes idéales de la Renaissance imaginaient que l'ordre géométrique, c'était l'idéal des synthèses et des beautés. Et donc, vous voyez la tendance à l'utopie. À faire des villes qui donnent vie à une ville observée de l'extérieur comme un modèle, les forteresses médiévales, ou bien l'exemple qui donne souvent Lotman, celui de Saint-Pétersbourg, qui a été construite selon un plan spécifique par les arts. L'espace est toujours orienté. Une ville créée sur un coup de main du démiurge, sans histoire et répondant à un projet unique, dit Lotman, est un principe irréalisable ou bien invivable. Et la ville doit est un exemple central du polyglottisme sémiotique, un champ de conflits sémiotiques différents, impossible dans d'autres conditions. En ressemblant divers codes, textes nationaux, sociaux et stylistiques, la ville crée divers hybrides, recodifications, traductions sémiotiques qui la transforment en un puissant générateur de nouvelles informations. La ville est un mécanisme qui s'oppose au temps. Et en réfléchissant sur ce thème de la ville des différences, est la meilleure façon de gérer et de les valoriser et non de les ignorer ou aussi de les neutraliser, comme disait Barthes. Je pensais à un espace. Alors, il s'agit, nous sommes au Brésil, à São Paulo, qui paraît que est la ville plus grande Sud-Amérique, qui va m'écologie, 18 millions de personnes. Et il y a des endroits qui s'appellent SEX, c'est-à-dire il y en a 43. C'est une association privée qui a construit ces lieux, ces endroits dans la ville, qui sont, la ville est une ville impégnative, ce n'est pas comme Genève, c'est une ville. Et en particulier, ce que j'aime bien, c'est cet endroit qui s'appelle le Sex Pompeii. Sex, c'est pas sexe, hein? C'est S. C'était une fabrique de latons qui a été renouvelée par cette architecte italienne géniale qui s'appelle Lina Bobardi. Et cet endroit, c'est un endroit où elle a ajouté ses colonnes. C'est un endroit magnifique, point de vue de l'architecture. Elle a ajouté ces colonnes où il y a des piscines, des implantations sportives, des sports. Et là, vous voyez une plage. Et
il y a aussi, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire on peut manger, on peut s'asseoir au café, on peut aller rester là, on peut aller dans une bibliothèque, et on peut faire jouer les enfants, on peut voir des expos, assister à des conférences, et bon, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a travaillé 10 ans sur ce projet. Et l'entrée est libre, donc vous avez des gens qui viennent, normalement c'est des gens qui sont du quartier, mais pas seulement, elle a dessiné toutes les choses. Et vous avez là, c'est un site du département d'architecture de mon université. Donc, les architectes normalement haïssent les gens. Donc, il y a peu de gens. Quand vous visitez, il y a plein de gens, mais il y a des espaces magnifiques. Alors, c'est aussi intéressant l'opération qu'elle a fait de sémantisation de cet espace qui était un espace de travail, donc un espace fonctionnel à une seule fonction, que c'était celle de produire, qui devient un espace, par contre, où on peut faire, comme je l'ai dit, beaucoup de choses, et aussi on peut rien faire, mais être là avec la présence des autres. On peut aussi, vous voyez les cheminées, on peut aussi s'apporter la viande des chez soi, et la cuire, faire des banquets. Et donc, je voulais terminer là-dessus. Elle est aussi l'autrice, l'auteur, comment se dit en français? L'auteur d'un magnifique musée qui est au centre-ville, sur l'avenida Paulista, qui s'appelle MASP, et qui a une particularité très intéressante, c'est-à-dire c'est un grand édifice en béton suspendu et sur des piliers énormes, et ce qui fait qu'au-dessous, vous avez une place vide qui est occupée par les gens plus différentes dans les différentes heures du jour, de la nuit et de la semaine. Et il y a des marchés, ou bien il y a des artistes, ou bien il y a la nourriture, des fêtes. Et donc, là aussi, elle a eu une intuition extraordinaire, c'est-à-dire de créer cet espace, cette place qui médit entre la ville et les musées. Donc, elle a essayé de faire de façon que les musées soient ouverts dans la ville, ouverts sur la ville. Merci. C'est pas. Donc tu peux bouger de là à là. Merci. Je sais pas qui tu vas te dire à toi la parole, mais je vais te dire à toi la parole. Très bien, merci. Merci beaucoup. Je dois avouer que c'est un grand plaisir, un honneur aussi. Et puis une chance de pouvoir dialoguer, de pouvoir échanger autour de votre présentation et de votre contribution et de celle de Lottmann que vous nous avez présentée à une théorie de la sémiotique
Alors, donc je remercie l'équipe qui organise ce séminaire pour cette invitation. Et alors, bon, tout de suite, je vais quand même dire que, n'étant pas moi-même sémioticien, je ne vais peut-être pas pénétrer absolument au cœur de la théorie de la sémiotique, mais je me sens quand même légitime maintenant, puisque dans votre présentation, vous nous avez présenté une magnifique carte très personnelle et très subjective, qui octroie des noms de lieux aux différentes parties de Rome à partir de la carte du métro. Et puis vous nous avez présenté une expérience de tiers-lieux, de lieux alternatifs à Sao Paulo, tout à fait intéressante. Et j'ai remarqué que vous l'avez d'abord présenté en nous donnant son nom, et en plus en nous montrant la manière dont elle se présente dans le city text avec la signalétique du nom du lieu avant même de nous présenter le lieu. Donc je me dis que l'entrée par la toponymie est, ma foi, une entrée peut-être tout à fait intéressante pour parler du dispositif, ou pour discuter autour du dispositif sémiotique qui fait la ville et qui fait la ville. Alors, qui fait la ville, oui, en plus je revendique peut-être le terme de faire la ville. Vous savez que je suis géographe et j'ai la chance de travailler dans un département de géographie qui a une histoire. C'est le département de géographie de l'Université de Genève. Et il y a notamment une figure tutélaire que vous connaissez peut-être, qui est Claude Raffestin, qui est quelqu'un qui fréquente beaucoup l'Italie, qui vit partiellement, qui a beaucoup écrit en italien, qui est surtout un théoricien de la géographie politique, de la géographie du pouvoir, et aussi des territorialités. Et il donne une définition du territoire et de la territorialité qui est intéressante pour nous aujourd'hui. C'est qu'il ne se contente pas, comme beaucoup de géographes, de parler d'espaces appropriés ou d'espaces dédiés à du projet et à du pouvoir. Il estime que pour qu'il y ait territoire, pour qu'il y ait fabrication de territoire, il faut qu'il y ait investissement par les signes et par le sens. Et donc c'est la sémiotisation de l'espace qui fait le territoire en quelque sorte. Donc on est bien... et là j'ai retrouvé dans votre présentation des travaux de Lottmann évidemment une confirmation. Peut-être même que Claude Raffestin, lorsqu'il a développé cette dimension théorique de son travail dans les années 70, à la fin des années 70, se réfère peut-être à Lottmann, il faudrait vérifier, mais c'est tout à fait possible. Alors, donc géographie, mais aussi toponymie. Donc c'est de ça dont je vais parler parce qu'en ce moment je suis vraiment là-dedans. Il y a une nouvelle chaire qui vient d'être octroyée et qui donne un peu de visibilité à ce champ-là, le champ de la toponymie politique, le champ de la toponymie critique, c'est une expression qu'utilisent plutôt les anglophones. Et je trouve donc dans vos propositions, et puis peut-être dans la fréquentation des écrits de la sémiotique, beaucoup de stimulation évidemment pour travailler ça. Il y a actuellement quelqu'un qui reprend une autre expression de Roland Barthes, pas celle que vous nous avez présentée, mais une autre expression de Roland Barthes, qui est celle de la mort de l'auteur, pour revendiquer en quelque sorte le fait de s'intéresser à un objet, en l'occurrence le nom de lieu, la toponymie, de s'y intéresser non pas uniquement du point de vue de sa production, de sa création, donc de l'auteur en quelque sorte, mais de s'y intéresser du point de vue de sa réception et puis de sa réappropriation, donc éventuellement des réinvestissements de sens, et donc plutôt du point de vue des lecteurs du city text en fait, en quelque sorte. Voilà, donc c'est un des éléments qui font que peut-être il peut y avoir rencontre entre ces champs. Je voudrais aussi dire que la toponymie telle ça peut apparaître comme un objet extrêmement restreint, et puis une manière d'appréhender ces questions d'investissement du paysage par le signe et par le sens. Ça peut donner l'impression qu'on l'appréhende par le petit bout de la lorgnette. Mais en fait, c'est un petit bout de la lorgnette qui a tendance à s'étendre un peu partout, parce que le nom de lieu, on le retrouve à la fois dans la signalétique, on en a eu un exemple dans votre présentation, mais on va le retrouver bien sûr dans les discours, on va le retrouver dans les adresses personnelles, la manière dont les individus ou les collectifs déclinent leur présence dans certains lieux. En plus, qui plus est, avec l'adresse, qui a une dimension quand même identitaire non négligeable, puisque ça se décline avec son état civil en quelque sorte.
On va la retrouver dans la cartographie, on l'a bien vu aussi dans votre présentation, donc dans certaines représentations de l'espace. Et puis aujourd'hui, on le retrouve dans la cartographie compris dans sa dimension numérique, digitale. Et en fait, c'est tout le big data qui souvent est géoréférencé, se réfère lui-même à des lieux, et du coup peut se référer à des noms de lieux qui ont à voir avec, à un moment donné, un investissement de sens ou un réinvestissement de sens. Donc voilà, c'est un objet qui en fait a tendance à s'étendre, à se projeter dans pas mal de lieux. Alors, je vais peut-être, je continue, vous m'excusez, à tirer un peu la couverture vers mon objet. Enfin, je pense que c'est finalement ce que j'ai de mieux à faire, plutôt que de chercher à donner le change sur le cœur de la théorie sémiotique. Donc, je vais vous parler peut-être de deux travaux réalisés et qui, moi j'ai trouvé, font écho à certaines de vos propositions. Alors, je vais vous parler de travaux, disons d'objets qui nous intéressent beaucoup. J'ai travaillé pendant plusieurs années sur la référence à Nelson Mandela, le grand homme sud-africain. Donc la référence à Nelson Mandela dans l'espace public, donc les commémorations, si vous voulez, de Nelson Mandela dans le monde. Il y a si on recense rien que les toponymes, je ne parle même pas des représentations des murals ou des statues, rien que les toponymes, on en recense près de 4000 actuellement, et c'est certainement pas exhaustif, parce qu'il faudra aussi s'intéresser à la toponymie privée, près de 4000 dans le monde aujourd'hui, donc c'est une diffusion assez extraordinaire. Donc c'est un objet qui est intéressant parce que en fait, c'est une référence qui a été appropriée de manière multiple un peu partout, s'est diffusée, a évolué, et fait parfois l'objet d'appropriations quasiment contradictoires. On va pouvoir avoir dans certaines grandes agglomérations, prenons Sao Paulo par exemple, et bien à Sao Paulo, il va y avoir un assez grand nombre de références à Nelson Mandela. Certaines vont l'être de la part des outsiders, des marginalisés, de la périphérie, donc, pour reprendre aussi des catégories qui ont été utilisées. Et notamment, il y a plusieurs bidonvilles qui portent le nom au Brésil, et pas seulement au Brésil, sur le continent africain et en Amérique latine, qui portent le nom de Nelson Mandela. C'est des dénominations qui ont été spontanées de la part de collectifs qui ont produit de l'habitat précaire et qui ont utilisé ce nom-là pour, en quelque sorte, revendiquer une sorte peut-être de filiation, mais aussi pour se positionner auprès du rebelle, du défenseur des déshérités, on va dire. Et puis dans le même temps, au cœur de la ville, vous avez de grandes compagnies qui peuvent très bien nommer leur nouveau building Nelson Mandela ou leur superbe salle de réunion pour le conseil d'administration au dernier étage du gratte-ciel, salle Nelson Mandela. Et en ce sens-là, ils communient dans une espèce de mondialisation libérale qui a quelques-unes des grandes figures. Donc à l'intérieur d'une même ville, d'une même agglomération, on a comme ça des références qui sont utilisées de manière totalement contradictoire, enfin contradictoire je ne sais pas, mais en tout cas très différentes, au centre et à la périphérie. Alors peut-être que tout le monde parle de mondialisation finalement, puisqu'on est loin du lieu d'origine, on est très loin de l'Afrique du Sud, mais on en parle de manière très très différente, et puis en défendant des intérêts et des positions dans cette mondialisation qui sont évidemment diamétralement opposées. Alors après, on peut aussi s'intéresser à la diffusion dans le monde et le fait que selon les... Alors déjà, la diffusion dans le monde, c'est pas tout le monde, c'est le monde, mais finalement c'est pas tout le monde. Quand on fait la cartographie des références à Nelson Mandela, on se rend compte que certes, il y en a à peu près partout, sur tous les continents, mais on en a surtout quand même autour de l'Atlantique. On en a surtout dans le Black Atlantic, ce qui est considéré comme le Black Atlantic. Autrement dit, si vous voulez, ce monde fabriqué à partir des initiatives européennes autour du commerce triangulaire qui a brassé beaucoup de cultures et qui a créé des sous-mondes très différents, mais quand même en lien, mais avec des positions extrêmement différentes, à la fois géographiques, mais aussi sociales. Voilà, donc aussi à cette échelle, il y a du sens qui apparaît dans les modalités de diffusion. Et puis, pour finir, parce que je ne voudrais pas non plus accaparer trop la parole, c'est pas le but, et faire une conférence bis,
donc juste des réactions. Je pourrais parler de quelque chose qui nous préoccupe, on est plusieurs là, en ce moment, qui est un aspect de la guerre actuelle, qui est la guerre toponymique. Alors certes, on n'est peut-être pas dans l'essentiel, c'est peut-être pas ça qui va fondamentalement modifier ce qui se met en place, mais il y a actuellement une véritable guerre toponymique qui est menée sur plusieurs fronts, à l'initiative du pouvoir ukrainien notamment, mais pas seulement, avec des relais. Et c'est assez intéressant parce que je trouve que là aussi ça fait écho à plusieurs éléments que vous avez évoqués. Alors, on a identifié 3 fronts de cette guerre toponymique. Il y a le front de la translittération. Autrement dit, de la manière dont les langues, notamment les langues romanes, enfin, qui utilisent l'alphabet roman, écrivent et prononcent certains noms de lieux, et notamment le nom de lieu de la capitale, Kiev. Donc vous avez peut-être... Alors Kiev, c'est la translittération d'après le russe, et Kiev, c'est d'après l'ukrainien. Donc il y a un enjeu important. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, les langues qui résistent, et les langues qui sont un peu institutionnalisées, et peut-être qui font l'objet d'une défense au titre de la souveraineté linguistique, c'est notamment le français, mais aussi l'italien. Et apparemment, autant chez les anglophones, l'acceptation d'un changement de translittération s'est fait sans trop de problèmes. Il s'était fait d'ailleurs au moment de l'invasion de la Crimée, pas au moment où le pouvoir ukrainien a demandé de changer de mode de transcription. C'était en 91, au moment de l'indépendance, mais en 2014, après l'invasion de la Crimée. Mais là, il y a une demande express qui a été faite au titre d'un soutien symbolique à la cause ukrainienne. Et il y a un refus. Alors, on est clairement là dans la tentative de la part d'une sémiosphère d'investir d'autres sémiosphères, mais avec des visées politiques évidentes. Et il y a de la résistance. Et alors évidemment, une résistance gênée, parce qu'aujourd'hui, vu la mobilisation de la communauté internationale, ne pas adhérer à une telle requête paraît délicat, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, ce qui est invoqué, c'est le fait qu'on est simplement dans la défense d'un certain nombre de principes de base liés à la sphère de la langue dans laquelle cette translittération intervient. Donc, notamment, il y a un comité de toponymie français qui s'est fendu d'une note officielle validée par le ministère pour justifier cette résistance, si vous voulez, et pour le faire en expliquant qu'il ne s'agissait absolument pas d'un soutien ou d'un non-soutien, mais qu'il s'agissait de défendre un certain nombre de principes quasi vitaux pour la langue française. Donc je pense que là, on est bien dans un choc relationnel entre des sémiosphères de nature différente. Alors il y a 2 autres, je les évoque rapidement, mais il y a 2 autres fronts toponymiques. Il y a celui des noms de rues et des adresses des ambassades russes actuellement dans un certain nombre de capitales. Et il y a des collectivités territoriales, des municipalités qui, dans l'urgence, ont débaptisé et rebaptisé les noms de voies dans lesquelles se situent des consulats ou des ambassades russes. Qui du coup ont pour adresse maintenant ambassade de Russie, rue des martyrs ukrainiens ou place Zelensky. Donc c'est une manière finalement de projeter aussi à l'extérieur des enjeux autres qui se localisent en tout cas ailleurs. Et puis le 3e front, c'est celui de l'effacement de certains toponymes dans le paysage, mais là c'est sur le terrain au contraire. Donc il y a une des actions qui est menée de résistance, si vous voulez, qui est menée, c'est l'enlèvement des panneaux d'affichage pour essayer de perdre les troupes russes sur le terrain, en tout cas pour contribuer à leur difficulté de localisation. Voilà, donc des réactions un peu à chaud, et puis cette tentative de lier ce qui me préoccupe fondamentalement à vos propositions vraiment extrêmement stimulantes. Et je vois des liens forts. Donc je ne sais pas si vous voudrez répondre à ça, mais voilà en tout cas ce que ça m'inspire comme ça à chaud. Merci beaucoup. Merci. J'ai une réponse ou bien... Je pense que vous pouvez répondre si...
Comment? Oui, vous pouvez commencer peut-être par répondre si vous voulez. Oui, nous avons le temps. Oui. Oui. Alors non, je suis tout à fait, je peux pas être assise, car c'est une question de proximité. Je suis tout à fait déçue de votre intervention parce que vous avez enchaîné sur ce que j'ai essayé de dire, l'importance aussi de la langue et de la nomination, ça fait partie tout à fait. Et je dois dire, les exemples que vous avez donnés sont magnifiques, très intéressants, et tout à fait dans la direction que j'allais dire. Je voulais vous signaler que Lottmann insiste sur l'importance du nom pour la ville, par exemple, et dans le cas des... Come dite? Saint-Pétersbourg? Leningrad. Beh, adesso si chiama San Petersburg. San Pétersbourg. La ville avait imaginé avant tout par son nom. C'est avant le nom et l'apparition de la ville. Avec l'investissement d'un symbolisme spécifique. Et pour Lottmann, c'est très intéressant de façon dont on n'a pas seulement des noms, mais on a aussi ce qu'on appelle des descriptions définies. Par exemple, Rome, c'est devenu la ville éternelle, la grande beauté, on a plusieurs descriptions qui essayent de construire la ville en tant que ensemble de symbolisations qui peuvent être assez différentes entre elles. Par exemple, maintenant, je vous avais montré au début du PowerPoint une image qui venait d'un film assez récent en Italie où la seule possibilité de faire quelque chose pour la ville, c'était d'avoir des super pouvoirs. Jack Robot. C'est quelqu'un qui tombe dans les Tibre, le fleuve, qui est tellement pollué, qui lui donne des super pouvoirs. Et il devient, après une série d'aventures, d'histoires, les défenseurs de la ville. Mais ça veut dire que la ville est considérée désormais très... seulement la magie peut changer la ville. Et par exemple, si vous voyez les cinémas sur Rome, de plus en plus, maintenant, c'est une image, à part la grande bellezza, la grande beauté de Sorrentino, de plus en plus l'image des villes très mauvaises, difficiles, vraiment impressionnantes. Gomorre a été appelée. Ouais. Et donc, c'est une image complètement différente de celle de la Dolce Vita, même si Fellini aussi donnait une image de la ville assez compliquée. Mais c'est vraiment intéressant de voir comment les nominations de la ville suivent des parcours qui témoignent de la façon dont les gens la vivent ou la perçoivent. À propos des Barthes que vous avez cités, je me suis rappelé que Barthes dit que s'interroge comment ça se fait que Proust, qui avait vécu jusqu'à 35 ans sans réussir à faire son roman, à un certain moment il y a les déclics et ça prend. Ça prend, dit Barthes, parce qu'il trouve les noms des endroits où va, parce que il y a Paris, mais il y a Combray, il y a plein de
Et l'idée de Barthes, c'est qu'il s'apprend, il répare, il écrit le roman quand il arrive à situer sa géographie personnelle. Et c'est très drôle parce que, par exemple, Combray, maintenant, a aussi, qui était dans l'enfance de Proust, c'était Illiers, une petite ville dans la campagne. Maintenant, ça s'appelle Illiers-Combray, c'est-à-dire ils ont ajouté les noms. Et Barthes s'est demandé comment c'était possible, parce que, effectivement, la loi, c'est. Et aussi, pour ce qui concerne les adresses, dans le livre sur le Japon, excusez-moi, mais j'ai écrit un livre sur Barthes, donc je suis insupportable là-dessus, et il dit qu'au Japon, vous n'avez pas les adresses écrites sur la carte, mais il vous donne une petite map, une petite carte, et ça aussi c'est très intéressant. Aussi la façon renversée par laquelle nous pensons que la ville européenne a un centre et des périphéries. Par contre, le centre de la ville au Japon est vide. Et le centre est vide. C'est assez intéressant. J'adore les toponymes et je dois vous dire que j'ai étudié par exemple une grande rue à Rome qui s'appelle Viale Togliatti. Togliatti, c'est le chef du Parti communiste italien qui a été un homme fondamental pour la politique italienne depuis la guerre. Et étudiant ça, et c'était une nouvelle avenue. Et donc, ça rentrait dans toute une idée de la périphérie, de l'investissement politique. Et maintenant, c'est vraiment très triste. Et on s'interroge si qu'est-ce qu'il est en train de penser Togliatti. Et souvent, on trouve des ruelles horribles dédiées à des grands personnages. Donc, c'est très intéressant de voir comment on décide de donner des noms qui devraient avoir une balance symbolique, mais les choses changent et ça ne marche pas. Donc, merci beaucoup. Je suis très intéressée par votre travail. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un aurait une question peut-être à poser à Madame Pezzini sur sa présentation? Alors, nous, on avait préparé quelques questions. On avait pensé au projet à Genève qui s'appelle le projet 100L. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui s'intéressait au nom de rues à Genève justement, qui sont majoritairement nommées qui ont des noms de rues d'hommes en fait, connus à Genève pour la plupart. Et il y avait un projet en 2019-2020 de mettre à côté de ces noms de rue des noms féminins avec des noms de femmes avec des plaques. Non, de leurs femmes. Non. Non, des noms en fait de femmes qui avaient aussi marqué l'histoire et donc qui avaient aussi leur place potentiellement comme nom de rue. Donc il y avait ce projet de mettre en fait, donc il y avait la plaque initiale indiquant le nom de rue d'après le nom d'un homme et donc une nouvelle plaque d'une autre couleur en dessous avec le nom d'une femme connue qui aurait aussi sa place pour en fait pouvoir mieux représenter les femmes dans l'espace public à Genève. Et donc voilà, on se demandait ça sous le thème un peu du genre, comment ça peut être interprété par la sémiotique. Et pour trouver l'adresse, après, comment... En fait, c'est je pense la rue principale, enfin la rue avec le nom d'homme
qui reste pour trouver l'adresse. C'est un peu symbolique. Ça c'est pas bon. Hein, c'était des plaques roses ou violettes qui allaient être mises à côté. Oui, c'est un très bon exemple de ce que Lotman appelait les dialogismes internes à la ville. C'est une façon les deux plaques parlent entre elles et parlent aux gens qui passent. Et justement, ils représentent cette valorisation qu'il y a eu jusqu'à présent de l'homme en tant qu'homme de succès, homme important, à la place des femmes. Donc, voir les deux plaques à côté, ce n'est pas une simple reconnaissance d'une dénotation, mais c'est la reconnaissance d'un dialogue, d'un conflit qui est représenté de cette façon très subtile. Donc, je trouve ça très intéressant. Puis la prochaine marche, c'est d'enlever les plaques des hommes et de laisser des femmes. D'accord, merci beaucoup. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup, Madame Pezzini, pour la présentation. Merci, Monsieur Giraud, pour la discussion. Et puis, merci à vous tous d'être présents ce soir. Et puis, on se réjouit de vous retrouver la semaine prochaine pour une prochaine conférence. Vous trouverez aussi les flyers ici, si jamais, pour avoir plus de détails. Merci beaucoup à tous et puis bonne soirée. Merci.